Elaine Morteffi a un destin hors du commun. New-Yorkaise, elle débarque à Paris dans les années 1950. La guerre d'Algérie éclate et de fil en aiguille, elle est impliquée dans le combat pour l'indépendance. Elle se retrouve à Alger, qui devient très vite la Mecque de tous les révolutionnaires, ceux du monde entier. Bonsoir Elaine Morteffi. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous publiez vos mémoires, vous les avez déjà publiées aux États-Unis en anglais. Cette fois, elles sont publiées en français aux éditions La Fabrique. Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers, puisque les Black Panthers se sont exilés à Alger. Vous avez été leur interprète puisqu'ils ne parlaient pas français. On va en parler avec nous également. Slimane Zeguidour, bonsoir, notre éditorialiste, bonsoir. que vous connaissez bien. C'est grâce à lui que nous avons découvert cette incroyable histoire. Alors, Elaine Morteffi, vous avez quitté... fait que mon devoir. Vous n'avez fait que votre devoir de journaliste. Vous avez quitté l'Algérie en 1974, il y a maintenant 45 ans, et vous y êtes retourné tout récemment. Qu'avez-vous ressenti en retrouvant cette capitale? C'était en novembre dernier, avant le soulèvement dont on va parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez atterri à Alger? D'abord, un grand soulagement. J'étais heureuse d'y être parce que ça faisait partie de ma vie, une partie importante de ma vie. Mais d'un autre côté, il y avait une population énorme. Il y a plus de 40 millions d'habitants aujourd'hui. Tandis que quand j'y étais, c'était moins de la moitié. Oui. Je voyais une ville un peu triste. Des gens qui n'avaient pas encore pris leur envol, comme après le 22 février. Oui. Maintenant, je retiens mon souffle. J'ai énormément d'espoir pour... Vous retenez votre souffle parce qu'effectivement, personne ne peut dire ce qui va se passer aujourd'hui. Mais pour vous, il y a déjà des victoires de remportées par le peuple algérien? Oui, ils ont toujours deux victoires très importantes. Ouais. Ils ont fait partir Bouteflika, d'une part, et d'autre part, ils ont fait arrêter cette date pour les élections présidentielles. Ouais. Oui. Elle a été reportée, effectivement. Il n'y avait que 2 candidats, on en a parlé, qui n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel, faute du nombre suffisant de signatures. Alors, vous retournez en Algérie donc l'an dernier au mois de novembre, mais votre histoire avec l'Algérie, elle commence, disons-le d'abord, à Paris, un Paris bohème, celui littéraire de Boris Vian, celui de l'après-guerre aussi, des 30 Glorieuses, et très vite vous allez donc basculer dans les bras de l'Algérie. C'est quoi qui a été le déclic, au point que ça devienne votre vie, l'Algérie? Tout le monde était appelé à se décider. Une fois que la guerre a commencé, en 1954, il fallait prendre position. Et tout le monde a pris position, qu'on soit français ou d'un autre pays, il fallait décider. Alors, j'ai rencontré les premiers Algériens que j'ai rencontrés étaient Frantz Fanon parmi eux. Et c'était un congrès international en Afrique, à Accra, au Ghana. Et Frantz Fanon était là pour nous apporter... ah oui, voilà sa photo. Pour nous apporter les nouvelles de la guerre qui était à ce moment-là, c'était 1960, dans sa 5e année. Ouais. Votre regard s'est illuminé en voyant la photo de Frantz Fanon, qui était grand psychiatre, grand écrivain. On lui doit notamment Peau noire, masque blanc. Quel homme représentait-il pour vous? Il représentait beaucoup parce qu'il était psychiatre en premier lieu, ouais. Mais il est aussi très politique. C'était quelqu'un de très intense. On le sentait quand on le rencontrait, son intensité. Il était né en Martinique, à la Martinique, mais il se considérait algérien. Il est enterré d'ailleurs en Algérie. Et il est d'ailleurs enterré en Algérie. Mais comment vous, femme américaine, vous avez trouvé votre place dans cette lutte algérienne pour l'indépendance? J'ai rencontré Abdelkader Chandeli à New York et il m'a demandé si je voulais bien participer à son équipe. Ils étaient 3, alors on était devenus 4. Ouais. La France, à l'époque, avait une grande mission. On a eu 93 personnes, plus de l'ambassade à Washington. Et nous, on était 4 à essayer de mettre, à impressionner les délégués pour qu'ils votent pour l'indépendance de l'Algérie. Aux Nations Unies, hein, c'était aux Nations Unies. Oui, on a travaillé surtout avec les Nations Unies. Quel responsable révolutionnaire avez-vous rencontré
Fidel Castro notamment. Fidel Castro, oui, je l'ai rencontré en 1967 à La Havane. Il y avait une conférence de l'OLAS, de l'Organisation latino-américaine de solidarité, mais rencontrer, c'est beaucoup dire. C'est serrer la main et c'est tout. Ouais. Alors Slimane, je le disais donc, c'est vous qui nous avez aidés, vous le disiez, vous avez fait votre travail. Racontez-nous, comment êtes-vous tombé sur... Alors, moi, j'ai connu cette période à l'âge de 17 ans, au moment du festival panafricain. Je vais travailler dans un journal, un fanzine de BD qui s'appelait Mkidesh et qui était au centre-ville. Moi qui étais un banlieusard et originaire de la montagne, je me retrouve au centre-ville d'Alger, pas loin de la Grande Poste, et là, je rencontre des exilés brésiliens, chiliens, argentins, les représentants du Fonds de libération du Québec. Normand Roy et Michel Lambert, qui se faisaient appeler Salem et Salim, les représentants du Front de libération de l'Angola, du Timor oriental, de Mozambique, de la Guinée-Bissau, des Basques, des Irlandais, c'était une babel internationale dans laquelle moi, adolescent, petit dessinateur, je me retrouve. Et j'ai croisé évidemment les Black Panthers. J'allais au centre culturel, au centre d'information des Black Panthers, rue du Douche-Mourad, où il y avait les affiches de dessinateurs Emory Douglas, que j'admirais beaucoup. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Et j'allais à El Biar, dans la villa où habitait Eldridge Cleaver. Et je suis pratiquement certain que nous nous sommes croisés à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à écrire sur cette partie de ma vie, j'en aurais fini, et c'est là que j'ai commencé à chercher des sources. Et voilà la villa, Hélène. Et c'est là que j'ai trouvé les mémoires d'Hélène en anglais, et je me suis permis d'écrire, de lui écrire, et donc nous sommes rentrés dans une correspondance, et elle m'a donné encore d'autres sources, et on est devenus... Et la Fabrique épistolairement, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Et la Fabrique Édition, donc, qui publie aujourd'hui ce livre en français. Slimane a parlé des Black Panthers. Vous allez rencontrer vos compatriotes à Alger, des jeunes noirs, afro-américains, qui vont être exilés à Alger. Ils ne parlent pas français. Comment les avez-vous aidés? Pas un mot de français ni d'arabe. Alors, je me suis retrouvée j'ai retrouvé mes racines américaines quand je les ai rencontrés. J'étais heureuse de pouvoir les aider d'une certaine manière, de s'installer, de commencer à... C'était une époque difficile, c'était avant l'Internet. Donc, les personnes qui savaient parler anglais en Algérie à l'époque étaient très limitées. Que revendiquaient-ils à l'époque les Black Panthers? Parce que Slimane parlait des Québécois, beaucoup revendiquaient l'indépendance, la liberté. Là, en l'occurrence, les Black Panthers ne réclament pas un pays, une entité. Que voulaient-ils à l'époque? Oui, mais il y avait toutes sortes, comme disait Slimane, il y avait toutes sortes de mouvements de libération présents en Algérie à l'époque. Les Algériens avaient commencé déjà pendant la guerre à admettre dans leur maquis les soldats futurs des mouvements de jeunesse d'autres pays. Nelson Mandela était dans le maquis algérien. Il a même écrit par la suite dans sa mémoire que c'est là où il est devenu un homme. Je suis devenu un homme en Algérie. Vous avez rencontré aussi en Algérie Mortar Mortefi, votre époux qui nous a quittés il y a quelques années. Il était membre de l'armée de libération nationale algérienne. Il est devenu par la suite écrivain. Quel homme était-il? Comment? Quel homme était-il? Ah oui, c'était un idéaliste, un nationaliste qui est devenu idéaliste, qui avait un grand sens de nécessité de dire la vérité. Son livre sur le fait qu'il était français musulman, qui était écrit sur les papiers des Algériens de l'époque, est plein de son itinéraire et des détails sur la vie dans le maquis, dans l'armée de libération, qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne trouve pas ailleurs. Alors, il y a des véritables pépites, des scoops, comme on dit, pour utiliser un anglicisme dans votre livre. On ne va pas tout raconter, mais tout de même, peut-être une ou deux. On parlait des Black Panthers, justement. Eldridge Cleaver va tuer un de ses camarades. Il ne sera jamais poursuivi pour ça. Ça paraît assez hallucinant.
Oui, c'était un camarade qui a eu une affaire avec sa femme, avec la femme de Cleaver. Et il n'a pas apprécié. Oui, ouais. oui. Et vous allez revenir ensuite à Paris, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et là, il est toujours question de cet homme, chef de file des Black Panthers, Eldridge Cleaver. Quel était le rapport indirect entre ces deux hommes? Ils se sont connus. C'est Giscard d'Estaing qui l'a fait faire les papiers de résident français avec sa famille. Ouais. Il l'a même fréquenté à un certain moment. On a parlé de Giscard d'Estaing et les voyages de nuit dans Paris, etc. C'était pour aller et venir de chez Eldridge. Ouais. Slimane, peut-être juste en quelques mots assez courts, en quoi, selon vous, les mémoires que vous avez lues d'Hélène Mortefi témoignent, et sont un témoignage précieux, de l'effervescence qui régnait à cette époque à Alger pour les hommes et les femmes esprits de liberté dans le monde entier? Je crois que c'est le premier témoignage de première main, le témoignage le plus circonstancié, et avec des informations de première main, et elle a été témoin pas seulement de ce qui se passait parmi les Black Panthers, mais aussi elle nous raconte les coulisses du mariage de Ben Bella, qui était prisonnier, mis en prison par Boumedienne, mais qui s'est marié d'une certaine manière à travers plusieurs intermédiaires. L'une des informations. Donc, les coulisses de ce mariage sont pour la première fois révélées par le livre d'Hélène. Ouais. Hélène Mortefi, pour finir, une dernière question. Il y a une confusion sur l'attitude du FLN par rapport à la communauté juive d'Algérie, avec notamment le fameux décret Crémieux. Vous qui êtes né dans une famille ouvrière américaine de confession juive, entre guillemets, quel est votre avis sur cette question? Quelle était la position du FLN à ce sujet? À l'époque, il y avait un désir de représenter tous les Algériens de toutes les confessions. Moi, j'ai ressenti un bienvenu total. Non, le FLN à l'époque cherchait la communauté juive algérienne. À rassembler. Oui. Oui, il voulait représenter tout le monde. Merci beaucoup, Hélène Mortefi, pour ce témoignage. Alger, capitale de la Révolution de Frantz Fanon aux Black Panthers, La Fabrique édition. Merci beaucoup, Slimane, d'avoir participé à ce grand angle.